La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. C'est bon? Eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus pour ce panel, pour cette journée d'études et merci encore une fois à toute l'équipe organisatrice qui fait pour la seconde année un excellent travail qu'on peut, je pense, applaudir silencieusement. Donc, pour ce panel, nous allons discuter des politiques de résilience face au terrain avec 3 présentations. Nous commencerons par Alex Alexis qui nous parlera de la résilience territoriale à l'épreuve du terrain, leçon apprise d'une revue de portée pragmatique. Puis nous passerons à Jean-Marc Desbois qui nous parlera des résiliences dans la prévention des polycrises alimentaires, un intérêt variable en fonction des contextes. Et enfin, nous terminerons avec la présentation de Camille les concepts de résilience dans le conflit au Sahel et son insertion dans le triple nexus humanitaire développement-paix. Donc des présentations qui vont durer 20 minutes chacune. Après, moi, je ferai un premier tour de commentaires / questions. Et après, évidemment, nous ouvrirons les questions à la salle. Donc, et j'agiterai des petits signaux. Si vous allez me mettre en face, comme ça, vous ne pourrez pas me rater. C'est ça. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais justement vous présenter globalement la fabrique en fait d'une étude que j'avais réalisée en 2021 sur les interventions de résilience. Alors, je pars du principe que l'étude, elle est disponible en ligne. C'est assez bien référencé sur Google. Si vous tapez les interventions de résilience territoriale PDF ou les interventions de résilience territoriale Alex Alexis, ça devrait apparaître. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'étude en tant que telle, mais plus sur la fabrique et le contexte général de cette étude, ainsi que ce que cette étude révèle. Alors, tout commence par là. C'est un projet qui s'appelle Isopolis. C'est un gros projet qui a été mis en œuvre et est encore mis en œuvre dans une certaine mesure à l'île de la Réunion, hein, et qui est un territoire français d'outre-mer, dans l'océan Indien. Alors, ce projet vise à faire quoi? C'est à faire de l'île de la Réunion une société résiliente, hein, et au cœur de laquelle on place le bonheur, quoi. Le bonheur comme finalité sociale, comme finalité sociétale. Et c'est porté par une série d'acteurs, hein, surtout de la société civile, et qui se désigne par un terme assez parlant quand même. Ils se nomment faiseurs de changement, c'est-à-dire qu'ils veulent faire du changement. Et c'était porté scientifiquement par l'Institut de recherche pour le développement. C'était financé, je crois, sur fonds de l'Union européenne. Et ça associait aussi pas mal d'associations, Rhizome, etc., etc. Alors, ce qui est méthodologiquement innovant dans le cadre de ce projet, c'est que ce projet vise à réunir, hein, sur une même table des acteurs du monde académique, de la société civile, du monde économique, c'est-à-dire les entreprises, ainsi que les acteurs publics, hein, de la ville, en fait, des différentes villes de la Réunion, les acteurs régionaux, du gouvernement, etc. Et autour du concept de résilience, comment on fait concrètement pour faire de la Réunion un territoire résilient. Moi, j'ai été embauché, on va dire, sur ce projet en tant que représentant, on va dire jeune représentant du monde académique, hein. C'est-à-dire que j'étais censé porter la voix du monde académique avec... On était 5, très exactement. Bon, 5. Alors, je me rappelle plus, mais on était à peu près 5, je crois. 5 ou 7, je me rappelle plus. Et on travaillait sur différents aspects de la résilience, que ce soit la résilience alimentaire, la résilience territoriale, la résilience individuelle, etc. Donc c'était comme ça un peu que le projet était charpenté, hein, au départ.
Et je me rappelle d'une journée, en fait, cette journée m'a beaucoup marqué. Alors, ce qui s'est produit durant cette journée-là, c'est que les faiseurs du changement, c'est-à-dire ceux qui pilotaient en tant que tel le projet, avaient quand même des définitions, on va dire des idées générales de ce qu'est la résilience. Et ils nous demandaient justement d'aller vérifier dans la littérature scientifique si ce que eux, ils pensaient de la résilience, c'est-à-dire la façon dont ils se la conceptualisaient, répondait vraiment à ce qui était dit dans la littérature sur la résilience. Et on a été chacun à travailler très rapidement hein, dans notre coin, on va dire l'équipe des chercheurs, et pour apporter c'était quoi une définition scientifique de la résilience, quoi, en vue d'éclairer les faiseurs du changement par rapport à ce qu'est la résilience. Alors on a fait une grosse journée. Première chose, c'est que nous, entre nous, hein, qui sont censés représenter, qui étions censés représenter le monde académique, on ne parvenait même pas à dire ce qu'est la résilience. Ce que je rapportais en fonction voilà, de mes backgrounds disciplinaires, hein, sociologie, anthropologie, droit, il y avait des économistes, etc., des agronomes, ben, ça variait radicalement, à tel point qu'on était choqués. Et c'était la déception totale parce que nous, qui étions censés représenter un monde qu'on conceptualisait comme le monde académique, n'était pas d'accord entre nous. Et les faiseurs de changement étaient de moins en moins d'accord avec nous parce qu'à chaque définition qu'on proposait, ils disaient non, mais hein, ça a des implications quand même, par exemple, connotées racistes. Définir la résilience de telle manière, ça voudrait dire, par exemple, qu'il y a des individus qui seraient intrinsèquement capables de résilience, d'autres pas. Sur quelle base? D'autres nous disaient, ah bah oui, c'est quand même assez impressionnant. Là, c'est comme si on voit que quand même la science ou les politiques de développement veulent bien apprendre aux Réunionnais comment être résilients, alors que nous, on a toujours été résilients. Donc, on a eu des remarques comme ça et c'était étonnant. Et finalement, c'était la grosse déception. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, on a accepté que personne ne sait ce qu'est la résilience. Donc, on va fabriquer une définition de la résilience en fonction des critères que nous, on aurait décidé. C'est-à-dire une définition qui n'est pas raciste, qui est inclusive, qui reconnaît déjà la capacité des gens à faire face à certaines difficultés hein, qui sont invisibilisées, etc., etc. Et là, sur une base politique au sens de consensus, hein, on est parvenu quand même à définir, à poser une définition de travail, hein, c'est-à-dire évolutive, par la suite de la résilience. Je peux vous lire cette définition qui est recensée dans une autre étude menée par Vanessa Poiron, qui est aussi disponible sur le site du projet Isopolis. Donc, on avait dit que la résilience, c'est un processus qu'un système, bon, système, c'est un peu individu, système social, peu importe, enclenche face à un événement ou à un contexte qui menace son intégrité. Ce processus, impliquant une capacité à mobiliser des ressources internes et ou externes dans l'interdépendance des systèmes, lui permet d'absorber l'événement et au contexte pour contribuer à son fonctionnement de manière optimale. Ben bon, bref. C'était pas très satisfaisant, hein. On avait encore des questions à poser sur cette définition, mais on s'est entendu pour dire que voici notre définition de travail sur la résilience. Bon, après tout, vous pouvez vous demander, bon, pourquoi avoir une définition de travail? Quel est son intérêt? C'est parce qu'il y avait des enquêteurs dans l'équipe, c'est-à-dire des gens qui étaient censés aller réaliser des enquêtes de terrain pour voir dans quelle mesure la population réunionnaise était résiliente. Mais alors, on était confronté à un défi de méthode fondamentale. Comment aller étudier la résilience des gens lorsque les gens ne se posent pas forcément la question de leur comportement en termes de résilience? Ce qui présuppose déjà que le chercheur a un concept explicite ou non explicité de résilience et qu'il va aller voir en fonction de ces critères, lui, à lui, est-ce que telle ou telle population est résiliente ou pas. Donc, il fallait quand même qu'on élucide, c'est-à-dire qu'on élucide les présupposés conceptuels en tant qu'enquêteur de terrain par rapport à notre idée de résilience, notre concept de résilience. Bon, voilà pourquoi la définition concrètement, cette étape-là, nécessairement politique, hein, et a été quand même nécessaire pour aller faire de l'enquête de terrain. Alors moi, forcément, je n'avais pas forcément besoin de concept de résilience. Justement pourquoi? Parce que je faisais une revue de littérature systématique.
Et pour faire cette revue de littérature systématique, étant conscient qu'il y a 10 000 définitions de la résilience et toutes les définitions ne se ressemblent pas forcément, je ne voulais pas exclure d'emblée, dans le cadre de cette recension des études portant sur la résilience, une série d'études juste par le fait qu'elles ne correspondaient pas à la définition que j'aurais retenue, qui serait de toute façon une définition parmi d'autres. Alors, j'ai pris le problème sous un angle très pragmatique. Je me suis dit, je pratique de l'agnosticisme méthodologique, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'est la résilience territoriale, mais de toute façon, il y a des études qui en parlent, il y a des projets qui en parlent. Ils évoquent le concept de résilience, donc je vais voir concrètement comment ils définissent la résilience et qu'est-ce que cette définition leur permet de faire en termes politiques. Donc, ce n'est pas moi qui définis, c'est eux qui définissent. Et en fonction de la façon qu'ils définissent, je vais voir les défis auxquels ils sont confrontés et les résultats auxquels ils sont parvenus. Donc, c'est ça un peu la démarche méthodologique et de cette revue de portée que je qualifie de pragmatique. Alors, je vous passe tous les détails méthodologiques, dans la mesure de toute façon c'est disponible, mais je peux dire tout simplement qu'on a utilisé une méthode de revue systématique, on a été chercher dans plus de 10 bases de données scientifiques, on a trié en fonction d'un certain nombre de critères. À la base, on avait plus de 1000 documents et au final, on n'a retenu que 16. Alors pourquoi? Parce que finalement, ce sont uniquement ces 16 documents qui étudiait quand même une intervention de résilience territoriale, c'est-à-dire un projet concret qui vise à implémenter, qui vise à faire advenir de la résilience dans une communauté, dans une société donnée, que ce soit à travers des politiques publiques, à travers des projets de développement, etc., etc. Donc, je me suis dit, pour savoir ce dont peut la résilience, ce que la résilience peut en pratique, il fallait commencer par des projets très concrets qui disent qu'ils vont mettre consciemment, c'est-à-dire c'est pas moi qui a un concept de résilience et je vais chercher est-ce que tel projet a réussi à faire de la résilience ou pas. Je prends les projets au mot, donc ce projet a dit qu'il veut bien faire de la résilience, donc j'essaie de regarder comment il procède concrètement. Et globalement, alors avec une limite près, c'est que finalement, c'est pas tant les acteurs qui mettent en œuvre sur le projet sur le terrain, avec qui, en fait, c'est pas tant ces acteurs-là que j'ai consulté, mais plus ce que les études scientifiques disent de ces projets. Donc, c'était plutôt une approche indirecte, sachant que le biais est que, bon, parfois, les études scientifiques qui rendent compte des projets de résilience explicites ont eux-mêmes leurs concepts et leurs critères de résilience, ce qui fait qu'au final, ils peuvent dire que tel projet a réussi ou tel projet n'a pas réussi en fonction de ce que eux, ils estiment être de la résilience, sans forcément questionner ce concept de résilience. Donc, voilà. Mais on a fait avec, parce que de toute façon, la revue se voulait être une revue de littérature systématique, c'est-à-dire scientifique, c'est-à-dire qui parle davantage avec des auteurs et des études scientifiques. Globalement, et qu'est-ce qu'on a trouvé à travers cette étude? Ben, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs, on va dire des indicateurs qui permettent le succès ou l'échec des interventions de résilience territoriale ainsi que des compromis. Donc j'ai essayé de recenser ces indicateurs et puis de les comparer avec une autre étude systématique qui a été menée par deux auteurs, dont Thérien, et pour voir dans quelle mesure ces résultats étaient plus ou moins compatibles ou se renforçaient mutuellement avec l'étude systématique précédemment réalisée. Et puis là, le tableau recense tout simplement. Alors, par exemple, là, voilà ces indicateurs. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 7 minutes. 7 minutes, voilà. Donc, si par exemple, on prend juste à titre d'exemple, alors je préfère ce petit tableau qui parle de l'économie et société. Tac, tac, tac. Oui, voilà. Par exemple, là, concrètement, basiquement,
c'est fait d'isoler les indicateurs de réussite ou d'échec, etc., ainsi que de compromis dans la littérature pour dire que, bon, voilà, ici, on a, par rapport à ça, c'est un cadre qu'on a utilisé. On a utilisé ce cadre pas parce que c'est forcément le CD Resilience Framework, c'est de la Fondation Rockefeller, c'est pas forcément parce que on estime que c'est le meilleur cadre de résilience qui existe avec les meilleurs indicateurs, c'est juste pour faciliter la comparaison avec l'étude systématique qui a été précédemment réalisée. Hein. Et donc, en fonction de ce cadre-là, par exemple, si on cherche à savoir quels sont les indicateurs qui permettent, ou au contraire, qui mettent en échec la cohésion et l'engagement communautaire, on va voir, par exemple, un facteur favorable serait le recueil d'informations à partir de sources diverses, ou encore des mesures pour empêcher la mainmise des élites sur les processus de concertation, parce que très souvent, les élites fournissent le cadre et qui délimitent déjà le champ des solutions possibles. Et que là, on discute à l'intérieur d'un cadre déjà fourni, et ce cadre ne permet pas toujours d'innover, quoi. Parce que toutes les solutions possibles sont déjà enchâssées dans le cadre qui est lui-même politique. Et ce cadre, très souvent, ça se trouve déjà dans une définition de la résilience en particulier, avec ses présupposés politiques qu'on ne questionne pas toujours, qui fait qu'au final, moi j'ai lu un auteur, je me rappelle, après je peux trouver la référence, qui disait c'est quand même un peu arbitraire dans les projets de développement, par exemple, de venir imposer une définition de la résilience aux gens, hein. C'est-à-dire ça permettre aux gens de questionner déjà le cadre qui leur sont, en fait, le cadre qui leur est fourni pour faire de la résilience ou pas. Donc bref, voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces indicateurs, mais plus passer aux résultats. Bon, oui, les résultats déjà, ce sont justement ces indicateurs. Aux recommandations. Alors moi, j'étais un peu gêné de formuler des recommandations. On m'a demandé de formuler des recommandations parce qu'il faut comprendre aussi, c'est une recherche, c'est un projet, la réunion Isopolis, il faut des recommandations, il faut donner aux faiseurs de changement des recommandations scientifiques pour aller faire de la résilience. Et moi, j'en trouvais pas tellement de la littérature scientifique, de la mesure où ça se contredisait, de la mesure où les recommandations sont très souvent en fonction des définitions adoptées, des facteurs, des indices retenus pour évaluer le succès ou l'échec d'une intervention de résilience, avec des défis de temporalité aussi. Par exemple, une question basique qu'on peut demander aux gens qui évaluent les interventions de résilience territoriale, c'est quoi le temps que vous retenez pour dire qu'une intervention a réussi ou pas? Donc, c'est quoi la temporalité à partir de laquelle on arrête? On dit, bon, après ce choc, si vous n'êtes pas relevé, vous n'êtes pas résilient. Donc, vous voyez? Donc, il y avait des enjeux très pratiques comme ça, quoi. Finalement, j'ai fait des recommandations vraiment très modestes parce qu'il y avait un même projet déjà, mais deux études scientifiques entendaient évaluer un projet en particulier. Et les deux études sont parvenues à des conclusions différentes. Pourquoi? Parce que les auteurs de ces études ont retenu des cadres, des définitions, des cadres, des indices de résilience différents. Finalement, là où une étude voit un succès, l'autre voit un échec. Et pourquoi cette divergence? Bon, parce que le cadre retenu pour évaluer n'était pas du tout le même. Alors moi, qu'est-ce que j'ai recommandé globalement avec toute la prudence du monde aux faiseurs de changement? C'est de leur dire, mais au-delà de la diversité, il me reste combien de temps? 3 minutes, alors c'est parfait. Au-delà de la diversité des résultats qu'on pouvait recenser dans la littérature scientifique, il y a quand même des lignes de force. Déjà, la question du cadre. Donc le cadre est politique. S'il n'y a qu'une chose que vous devriez retenir, par exemple, dans tout ce que je dis, le cadre est politique. Et dans le cadre est enchâssée toute la possibilité de solutions possibles. C'est-à-dire, si on fournit le cadre, on ne discute pas le cadre, on essaie de faire du changement dans le cadre proposé, peut-être qu'on ne va jamais réussir à faire du changement. Il faut questionner le cadre et la personne qui fournit le cadre et lui demander pourquoi c'est ce cadre qui est proposé comme espace de possibles solutionnels, si je peux le dire ainsi. Et donc, j'ai dit, il faut quand même prêter une attention grande, et c'était déjà des choses, des conseils que j'ai trouvés dans la littérature scientifique. Par exemple, au type de savoir mobilisé sur la résilience, c'est relativement à la résilience. Par exemple, est-ce qu'on va dire que ce sont les scientifiques qui savent
ce qu'est la résilience. Est-ce qu'on va exclure les savoirs expérientiels, les savoirs par exemple des populations autochtones ou locales, des choses comme ça? Ben, qui définit la résilience au final? Et qu'une attention particulière doit être portée dans tout projet de résilience au cadre, à la définition consensuelle du cadre, qui est forcément politique, c'est-à-dire consensuel, au-delà de la diversité des manières de concevoir la résilience, etc. etc. Donc c'était la première ligne voilà, de recommandation. Hein. Et il y avait aussi une autre ligne qui voulait que parfois, un projet de résilience qui vise à augmenter la résilience d'une catégorie de personnes données, d'un territoire donné, par exemple, pouvait entraîner la dérésilience, si j'ose le dire ainsi, d'une autre catégorie de personnes de notre territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le compromis? Par exemple, parfois dans les projets de résilience, on voit certains projets bien intentionnés qui visent par exemple à augmenter la résilience d'un territoire, d'une catégorie de personnes, etc. Et sans se poser forcément la question des conséquences, si on augmente voilà, cette partie de la société, cet aspect de résilience de la société, est-ce que forcément ça n'a pas des conséquences sur d'autres aspects? Est-ce que là où il y a les gagnants, là où on veut qu'il y ait des gagnants, est-ce qu'il n'y aurait pas forcément des perdants? Et comment on fait avec ça en termes de compromis? Quel compromis trouver? Quel équilibre trouver dans la mesure où, après tout, une société, c'est bien jamais une. Donc, ces diverses sociétés, ça reste quand même très conflictuel si on entre par tel point, avec telles conséquences, etc. etc. Donc, finalement, je crois que les faiseurs de changement m'auraient dit, bien écoutez, avec ce que vous recommandez, on ne sait pas trop si on peut faire grand-chose, parce que peut-être on voulait des indicateurs voilà, très précis, voilà, très cadrés, mais bon, moi, ce que je ne me sentais pas en mesure de proposer, dans la mesure où même les scientifiques ne s'entendaient pas entre eux. Donc voilà, globalement, ce n'est pas l'étude que j'ai présentée, mais c'est juste une expérience avec les applications que ça pouvait avoir. Merci. Merci. C'est qu'en plus, on intervient sur des indicateurs, donc c'est une très bonne transition vers le travail de Jean-Marc. Donc, on passe maintenant à ce seconde présentation. Parfois, au niveau du temps. Bonjour à tous d'abord. Merci de nous accueillir en fait sur le campus. Donc pour cette séance, donc on va quitter la Réunion et on va partir pour un autre type de voyage entre guillemets. Donc moi je vous envoie sur la crise alimentaire 2007-2008 et donc l'intitulé de ma présentation, c'est la résilience dans la prévention des polycrises alimentaires. Et la question que je me suis posée, c'est quel intérêt, en fonction de quel contexte, des programmes de résilience institutionnelle et ou psychologique. Donc, alors moi, le thème de la résilience, je l'ai rencontré assez tardivement au cours de ma thèse, dans les derniers mois. Donc, souvent, on découvre le vrai sujet de sa thèse à la toute fin. Donc, alors ma thèse, elle a porté sur la crise alimentaire 2007-2008, son analyse, les moyens de prévenir ce type de crise, notamment ce qu'on appelle les polycrises alimentaires. C'est un terme que j'ai emprunté à Edgar Morin. Mon travail était pluridisciplinaire, volontairement, même si j'ai soutenu en économie. Donc, il s'inscrivait dans une double tradition, complexité, c'est-à-dire des auteurs comme Hayek, Simon, Morin, Ostrom. Donc, d'abord, un travail épistémologique pour poser les bases de la réflexion. Et aussi donc une tradition de conception, c'est-à-dire c'est un rapport presque moral à l'économie, c'est-à-dire qu'en fait il y a des problèmes et il faut tenter d'y répondre. C'est normalement dans un contexte spécifique, celui de la science frontière. Alors mon intervention aujourd'hui, elle va
obéir à 3 temps qui correspondent à 3 temps de l'exercice de la conception. Donc, la caractérisation rapidement de la polycrise alimentaire 2007-2008, sa contextualisation et, je l'espère, en fait, la réponse à la question posée. Alors, la crise alimentaire de 2007-2008, donc elle a présenté 5 grandes caractéristiques, 4 plus 1. Il y en aura une 6e, mais c'est pour plus tard. Je réserve des petites surprises. Donc, elle a été une crise globale d'abord, caractérisée par des hausses de prix moyens des commodités. Les commodités, c'est par exemple le blé, le maïs, etc., le riz. Mais les prix étaient élevés, mais pas exceptionnels par rapport à ceux de 1974. Des effets hyper contextualisés, fonction des environnements au contexte, donc, et notamment le prix de pétrole, des dérivés, prix du fret maritime, événements météo, niveau des stocks publics, etc., etc. Ça a été ensuite une crise qui a concerné plus de 50 pays, même si à des degrés divers. Donc des pays en situation de crise alimentaire, d'autres en risque de crise alimentaire, d'autres en insécurité alimentaire chronique. 40 pays, c'est la troisième caractéristique, ont connu en fait on va dire des désordres, entre guillemets, sociaux, dont 16 des émeutes de la faim, les fameuses émeutes de la faim, entre guillemets. Il y en a des types 1, type 2. Le reste, en fait, ce sont plutôt des ordres sociaux, on va dire, entre guillemets, classiques aussi. Hein. Toujours la prudence, hein, en fait. Le travail d'économiste, mais comme celui de n'importe quel, entre guillemets, scientifique, c'est la prudence. Hein. Donc, on essaye de savoir. Et enfin, c'est une crise qui a eu 4e caractéristique, pour conséquence, une augmentation du nombre de pauvres, donc de 862 millions, en gros, à 1 milliard. Ça, c'est une caractéristique importante. Mais pour moi, en fait, la caractéristique la plus importante, je vous avais annoncé 4 plus 1, c'est que ça a été en fait un événement extraordinaire. Donc je vous raconte, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'ouvrage de Thomas S. Kuhn, La Révolution scientifique. En fait, c'est un ouvrage absolument, enfin, très très intéressant. Et notamment, il explique ce que c'est qu'un événement extraordinaire. Il vous dit que c'est un événement qui a mis en échec la science ordinaire. Et donc, quand un événement met en échec la science ordinaire, il faut des réponses, entre guillemets, extraordinaires. Donc, je simplifie à l'extrême l'ouvrage de 262 pages, je crois, de tête. Bon, ici, il y avait 2 problèmes extraordinaires dans cette crise. Il y en avait un premier, c'était mais je passe rapidement, c'était l'échec de la gouvernance de la sécurité alimentaire. Et la réponse a été le HLPE, par exemple. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que là, mais ça a notamment été cela, et qui va un peu dans le sens de ce que je suis en train de vous présenter, entre guillemets. Et le second, vous voyez, c'est ce rapport vraiment au promo de Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général des Nations Unies. Donc, ça a été une crise de la conception, au sens que donnent les économistes, notamment Simon à ce terme, une crise de la représentation des problèmes et la conception des solutions. Et notamment incluant un échec à identifier les causes qui ne sont pas ordinaires, mais il faut imaginer qu'elles sont complexes. On parle souvent de boucles de causalité aux effets récursifs. Je reviendrai si vous m'interrogez sur cette question, entre guillemets. Un échec à prévenir et donc à prédire, mais ça, il avait été depuis longtemps annoncé, notamment par les travaux de Hayek, hein, en fait, qui sont très clairs là-dessus. Un échec à prendre en compte aussi l'importance des contextes. Pour l'instant, je ne m'avance pas plus, hein, je reste très prudent. Donc, les contextes micro-situationnels, dit Ostrom, c'est-à-dire vraiment micro-situationnels, comme leur nom l'indique. Donc, Elinor Ostrom avait travaillé là-dessus, notamment dans son ouvrage. Donc, non pas les cartographier, parce qu'on en a souvent épars en fait, des travaux de ce type, mais en fait, à les typologiser à la bonne échelle et en fait, surtout à comprendre en quoi ces travaux sont utiles pour apporter des solutions. Et un échec enfin à penser, là, c'est un grand thème de la pensée de la complexité, à penser dans le cas de la science frontière. C'est-à-dire qu'il faut penser en fondements incertains, en fondements qui ne sont pas forcément objectifs, constamment évolutifs. Donc ça, c'est les travaux de Morin, Edgar Morin, de Hayek, etc. Alors, mon travail de thèse se caractérisait dans sa partie analyse, en ce qui me concernait, par une tentative d'explication par les facteurs. C'était très classique, en fait. C'était un travail d'économiste un peu classique, finalement, même si au début, ce n'est pas ce que je souhaitais, par une tentative de les hiérarchiser aussi. Alors, j'ai utilisé diverses méthodes, etc. Évidemment, je n'ai pas obtenu la réponse. Enfin, la réponse que j'ai obtenue était très différente de celle des économistes orthodoxes. Ça, c'est très clair. Par exemple, la prégnance des événements climatiques sur la crise alimentaire. Bon, mais ce travail, donc évidemment de thèse, m'est apparu insuffisant, et donc je l'ai repris, et notamment à l'occasion de cette conférence, en approfondissant donc 2 hypothèses.
donc qui sont chers aux approches face à la complexité. D'une part, la contextualisation, ça c'est Ostrom, et de l'autre, la psychologisation. Ça, c'est Hayek, Simon, et c'est cohérent pour le coup avec ma définition de la résilience, puisque je l'emprunte plutôt à la psychologie. Donc, c'est que, en fait, pour moi, alors là, je pose une définition, là, on aura sans doute un débat, mais je suis assez d'accord avec lui quand même sur le fond de ce qu'il a dit. Mais j'ai dû la poser, en fait. C'est ce qu'on appelle la méthode un peu friedmanienne. C'est-à-dire, je pose exactement, en fait, j'affirme, en fait, évidemment, j'affirme sur du fondement objet incertain, etc. Oui, parce que la résilience, en fait, c'est le rapport à un environnement, à un contexte, mais c'est aussi, on verra, la mentalisation intrapsychique pour les psychologues. Il y a les deux dimensions. Et donc, ça correspond à psychologisation, d'une part, et contextualisation. Alors, dans mon travail précédent, j'avais conçu une typologie pays qui m'avait permis, en fait, d'apprécier la qualité des policy mix, c'est-à-dire des mesures mises en œuvre pour lutter, en fait, contre la crise alimentaire. J'avais sélectionné 18 pays que vous voyez là, que j'ai étudiés en détail. Donc, revue de littérature, base de données IRIN, qui est la base de données des Nations Unies, etc. Cette fois, en fait, j'ai décidé de produire, à partir de ces 18 pays, j'ai changé totalement de point de vue, j'ai produit un indice de vulnérabilité, même si je sais que la résilience, ce n'est pas qu'une affaire de vulnérabilité, mais elle sera complétée ensuite, dans la deuxième partie, par un autre travail. Aux polycrises alimentaires tridimensionnelles, donc avec, comme vous le voyez ici, je vous le présente, un indice de vulnérabilité, stress ressources, capacité, légalité et légitimité, vous voyez le détail. C'est moi-même qui ai choisi le contenu de chacun de ces stress. Évidemment, ma typologie est compatible avec celle de la Banque mondiale, qui était présentée dans un rapport de 2011. De manière, pourquoi? Parce que souvent le reproche qui est fait aux travaux sur la complexité, c'est le manque de cumulativité. C'est-à-dire comme ils ont une méthode différente, on ne peut pas rendre le savoir, on ne peut pas l'additionner, on ne peut pas le comparer. Donc là, j'ai essayé de prendre une typologie qui est déjà existante, qui normalement ne fait pas contestation, qui fait plus ou moins consensus. Et à partir de là, donc, j'ai quand même choisi le contenu de mes indices que j'ai coefficientés. Et ce que je peux vous dire, c'est que même quand j'ai changé les coefficients légèrement, j'ai abouti à peu près au même résultat. Il y avait un seul pays qui me posait difficulté, peut-être certains sont spécialistes de ce pays dans la salle, qui est Madagascar, en fait, qui est une situation un peu spécifique pendant la crise. Et ce travail m'a permis de mettre en évidence 3 catégories de contextes. Donc, avec un indice de vulnérabilité inférieur à 50, les contextes en crise, entre 50 et 75, les contextes en transition, et les contextes que j'ai appelés pathogènes, c'est-à-dire supérieurs à 75%. Voici les pays, en fait, par contexte. Contexte en crise, Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande. Le pathogène, Haïti, Mauritanie, Bangladesh, Philippines, Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, qui sont des pays qui présentent des différences profondes, mais qui, de par l'indice de vulnérabilité, se retrouvaient dans la même catégorie. Alors, concernant donc, les contextes en crise, ils avaient tous des caractéristiques. Donc, ils avaient hausse des prix domestiques, mais un stress ressources modéré. Des policy mix qui étaient complexes et diversifiés, qui avaient su répondre à la crise, avec un recours à ce qu'on appelle des restrictions aux exportations pendant la crise, un capital expérience du passé qui était présent, une prééminence très importante du droit de vivre dans le contrat de subsistance sur le droit de propriété, une lutte contre les comportements opportunistes et une attention portée à la préservation de l'équilibre urbain-rural, notamment des inégalités. Le deuxième contexte, à l'opposé, ce sont les contextes pathogènes. Donc là, l'indice de vulnérabilité est supérieur à 75%, les niveaux de stress tout confondus sont élevés, voire très élevés. Souvent, on avait des déficits de production, des épuisements des marges NPF, dépendance aux importations, des policy mix défaillants, parfois inexistants, mais à des degrés divers. On ne peut pas confondre, par exemple, l'Égypte, les Philippines, avec le cas de Haïti, par exemple. Un droit de vivre qui était nié ou remis en cause, dans certains cas. Un sentiment d'injustice ou d'exclusion élevé préexistant, un niveau de déviance ou de défiance plus exactement élevé envers les autorités, qui sont perçues comme inefficaces par exemple, ou indifférentes au sort des plus pauvres. Et une dégradation du lien de confiance interpersonnel, c'est-à-dire du lien de confiance entre tous les citoyens. Le dernier type de contexte, s'il était intermédiaire, c'était les contextes en transition. Donc là, on avait un groupe hybride, on avait des pays importateurs nets, par exemple de céréales, contre des pays exportateurs nets. On avait des stress ressources élevés pour les uns, comme le Sénégal, la Tunisie, faibles pour les autres, l'Ukraine ou le Vietnam. Des policy mix défaillants ou passifs. Contrôle des prix en général, lutte contre la corruption inefficace. Un droit de vivre garanti, contrairement au précédent, mais au prix d'un effort budgétaire souvent important, conséquent.
un droit de propriété parfois supérieur ou plus affirmé que le droit de vivre, le cas de l'Ukraine, du Vietnam, des consommateurs pauvres, lésés, comme Cambodge, ou un accroissement des inégalités rurales-urbaines. Alors, maintenant, on en arrive à la réponse, en fait, qui est posée, qui est posée, enfin, la question, une tentative de réponse à la question posée par l'objet de la conférence. Donc, polycrise alimentaire et résilience. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, donc les approches face à la complexité mettent l'accent sur la psychologisation. Donc, pas simplement la contextualisation. La contextualisation, on a vu le côté vulnérabilité, mais le côté vulnérabilité, l'apprécier, c'est insuffisant pour pouvoir répondre à la question. Un indice de vulnérabilité ne va pas permettre de savoir si on peut appliquer tel ou tel, on va dire, programme de résilience institutionnelle ou un programme de résilience plutôt dit psychologique. Bon. Et notamment, rappelez-vous aussi que la définition de la résilience nous renvoie à deux dimensions, la vulnérabilité par exemple, le rapport de l'individu dans un contexte, qui est inclus dans un contexte, mais aussi en fait la mentalisation intrapsychique pour les psychologues. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, en complément du cadre précédent, qui était un cadre axé sur les stress, les vulnérabilités, je l'ai complété par un cadre plus psychologisé, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression. Évidemment, en fait, je sais qu'il y a des objections à ce type de travail. Donc, on en discutera certainement. Il y a des difficultés en fait, méthodologiques, épistémologiques, etc., et bien évidemment. Mais vous avez compris la manière dont j'avais essayé de procéder, c'est-à-dire c'est un exercice de conception. Donc, je vous l'ai dit, c'est un rapport presque moral de l'économiste à sa tâche, à sa mission, en fin de compte, qui est de répondre à des questions, de tenter d'améliorer, en l'occurrence, entre guillemets, le sort d'une population, par exemple, ou de groupes d'individus qui seraient en difficulté face aux crises alimentaires. Alors, mes hypothèses de départ dans mon cadre psychologisé, donc, elles sont énormément empruntées à la complexité, à la rationalité postulée limitée au sens de Simon. Donc, et non pas, c'est pas la rationalité en économie des orthodoxes, hein, entre guillemets. J'exclus pas celle de Williamson, je passe sur le détail, c'est en fait, ils n'ont pas la même conception en fait, mais on peut pas l'exclure. Mais la rationalité est procédurale aussi, c'est-à-dire qu'elle implique la conception d'heuristiques adaptées au contexte ou au micro-contexte, c'est-à-dire les gens ont la capacité de répondre en fait aux problèmes posés. Éventuellement, c'est de rationalité opportuniste, évidemment, ça vous pouvez pas, c'est la rationalité des jeux de marche. Le rapport à la confiance institutionnelle et ou interpersonnelle aussi, ça je prête une grande attention. Est-ce qu'il est défiant, méfiant, confiant? Là, c'est Haro en économie qui l'a traité. Les actes, les choix, les décisions et comportements des individus sont encastrés dans des contextes, environnements. Donc les contextes sont plus ou moins incertains et sont plus ou moins stressants. Et j'ai fait une hypothèse, là à cet endroit, qui est pour moi la plus importante, c'est l'hypothèse de l'existence d'un point de rupture intrapsychique chez les individus. Donc, selon les contextes. C'est-à-dire qu'il y aurait des contextes, rappelez-vous, il y avait 3 contextes, en crise, en transition, pathogène. Il y aurait donc des contextes où la rationalité qui était contextuelle et qui était limitée, procédurale, c'est-à-dire ordinaire, en mots simples, est devenue particulière ou phénoménale. Et on verra quel sens je donne à ce mot. Elle induit, en induisant notamment le recours à la violence. Donc, intergroupe, interpersonne, intrapsychique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un certain nombre de facteurs de basculement. Des facteurs de basculement spontanés. Alors, dépassement d'un seuil psychologique des prix, puissant sentiment de hausse interminable des prix, colère liée à l'inégale répartition, indifférence ressentie par certaines fractions de la population, négation du droit de vivre, exclusion politique, usage des nouvelles technologies, niveau élevé, voire très élevé des stress ressources, etc., choc climatique. De l'autre côté, des facteurs latents à effet différé, basculement d'un monde rural vers un monde urbain, crise du lien de réciprocité, stress démographique intense, des stress migratoires régionaux, des déplacements de population, des stress sécuritaires élevés. Et donc, les conclusions, entre guillemets, c'est que par contexte, donc j'ai répondu à la question de savoir quel type de programme on pouvait adopter. Alors, dans les contextes pathogènes, leur caractéristique, c'est l'indice de vulnérabilité, comme vous voyez, élevé, très élevé. Et rappelez-vous, la rationalité dominante ici est particulière. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une rupture intrapsychique chez de nombreux individus. Donc, négation du droit de vivre, sentiment de négation du droit de vivre. La violence est devenue une méta-heuristique de substitution à la rationalité procédurale. Donc, il y a eu un niveau très élevé, voire élevé des stress-violences, un rôle aggravant contextuel fort. Et sur ce type de contexte, ce qui est recommandé, bien sûr, on ne va pas exclure les programmes de résilience institutionnelle classiques, je passe sur le détail, mais en fait, il faudrait
prévoir plutôt des programmes, entre guillemets, c'est le terme qu'utilisent les psychologues, de réparation du psychisme, c'est-à-dire qui permettent de mentaliser en fait les phénomènes. La rationalité particulière, hein, elle a des caractéristiques. Elle est pragmatique, réductionniste, vous voyez, elle désoriente les perceptions, perturbe les stimuli informationnels. Donc elle affaiblit le nombre et la qualité des interactions sociales, elle enferme l'individu dans un rapport avec lui-même, vous voyez, qui l'amène à fuir les situations de face à face. On a relevé ça dans la première aussi intervention. Elle est aussi le produit de face à face de l'individu face à des enchaînements causaux qui sont complexes, en fait, qui rendent son environnement de plus en plus inintelligible et imprévisible, et lui-même rajoute son imprévisibilité à ce type de choses. Et les facteurs climatiques ont joué, les chocs climatiques ont joué un rôle spécifique là-dedans. J'avais en fait aussi un élément, on voit bien, ça va de l'inquiétude au sentiment d'abandon, voire de fatalité. Donc il y a des stress post-traumatiques très importants qui ont joué un rôle. Dans les contextes en crise, à l'opposé, vous voyez qu'il n'y a pas de recommandations particulières. Ce sont des pays où la rationalité dominante est restée limitée, procédurale. Il n'y a pas eu de rupture intrapsychique, sauf localisée. Le rôle aggravant contextuel était faible. L'indice de vulnérabilité était faible ou modéré. Dans les contextes en transition, hein, Cambodge, Sénégal, Tunisie, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud, l'indice de vulnérabilité était intermédiaire. La rationalité dominante était plutôt limitée, mais le basculement était possible, ou parfois et même est survenu. Donc de la rationalité ordinaire à la rationalité particulière. Le droit de vivre a été préservé, mais il a été menacé aussi. Équilibre difficile donc entre le droit de vivre et le droit de propriété. Rationalité opportuniste souvent observée. Les stress violences immédiats et latents ont été fréquemment observés aussi. Le rôle aggravant des contextes a été important, je passe sur les détails. Et là, les recommandations sont hybrides. Programme de résilience institutionnelle, évidemment, pour aider, par exemple, à améliorer la qualité des policiers mixtes, mais aussi mise en place de programmes de résilience psychologique à caractère préventif. Conclusion, donc, parce que je vois qu'il restait 2 minutes. Donc, concernant la résilience institutionnelle, c'est-à-dire plutôt les programmes proposés par les institutions internationales ou les organisations, donc à supposer qu'ils répondent réellement à l'objectif qu'ils affichent et qu'on puisse, comme on l'a dit, les définir, etc., se mettre d'accord, ils peuvent être mis en œuvre à profit, quel que soit le contexte. Donc, ils peuvent avoir pour objet restauration de la confiance dans les institutions, dans les personnes, ça c'est classique, Banque mondiale, la lutte contre les effets négatifs, spirale de violence organisée, le soutien à la conception des policiers mixtes, ça s'est fait par exemple par l'OMC, et l'association à leur conception et évaluation des représentants de la société civile, en laquelle la population a confiance. Alors là, c'est un sujet extrêmement délicat et problématique, parce qu'il y a eu de nombreux contextes de crise alimentaire où parfois un État n'a pas pris de mesures parce que la population s'y opposait. Et pourtant, il aurait fallu prendre la mesure. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple. De l'autre côté, résilience psychologique, c'est plutôt là où la rationalité est devenue particulière ou phénoménale. C'est là, et ça rejoint aussi la première intervention, où les modes de production et de partage de la connaissance, de l'information, qu'elle soit générique, c'est-à-dire un peu théorique, ou tacite, c'est-à-dire entre celles que les gens ont l'habitude d'utiliser, est devenue pathogène, ou on voit le devenir. Et là, en fait, ce serait préférable, mais cela est coûteux. Et cela demande des conditions extrêmement particulières, spécifiques, difficiles à mettre en œuvre. Il serait préférable de mettre en place des programmes axés sur la réparation, entre guillemets, des psychismes affaiblis et désorientés. Voilà, j'ai essayé de... Merci. Vas-y. Alors, est-ce que ça marche? Partager l'écran. Ah oui, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Si, sinon ça marche pas mal. C'est On va le refaire. Ouais, je sais pas si ça peut marcher. Hop, tout l'écran. Cliquez là et vous allez sur votre PowerPoint. Et j'ai pas l'impression que ça marche.
Pourtant, la procédure a été suivie. Vous êtes bien connecté, non? Bah ouais, regardez, je suis connectée. Bon, sinon, on fera sans PowerPoint, hein, mais... Peut-être ici, il y a toute la présentation. Vous pouvez en fait sortir de la session et rentrer. Cachez ici. Ah ouais, ok. Oui, Ok. et rentrer. Excusez-moi pour le problème technique. C'était lui qui fait l'envoyer. Ouais, bah attends, je vais réessayer une dernière fois. Je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, je vais te l'envoyer. Ouais. Ok. Alors. Ok. Bientôt, donc je vais commencer. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Désolée encore une fois pour ce problème technique. On devrait avoir le PowerPoint d'ici peu. Et donc, je vais commencer tout de suite la présentation, dont le titre a un peu changé par rapport à ce qui a été annoncé. Le titre de ma présentation, c'est donc La résilience, solution aux crises chroniques du Sahel ou miroir de l'écueil de l'aide internationale dans cette région. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction pour vous dire un peu d'où je parle. Je ne travaille pas sur la résilience, à proprement parler. Mon sujet de thèse, il porte plutôt sur la coproduction d'une action publique entre les acteurs publics nigériens et les acteurs de l'aide internationale à destination des populations déplacées internes au Niger. Mais il se trouve que j'ai reçu cet appel à communication des journées du regard critique sur le développement sur la résilience, juste après avoir eu un entretien lors de mon terrain de recherche au Niger, qui était au printemps de cette année, un entretien avec un acteur du monde de l'aide internationale à qui j'avais posé la question de quel était l'avenir de l'aide internationale, comment l'aide internationale allait répondre aux problèmes de l'avenir des populations déplacées internes au Niger. Et cette personne m'avait répondu qu'il fallait faire de la résilience. Et donc, il m'avait expliqué pendant un petit moment qu'il fallait faire de la résilience. Et le terme était revenu vraiment de nombreuses fois au cours de l'entretien, et ça m'avait fait réagir, parce que je me demandais un peu comment on faisait de la résilience, et ce que ça voulait dire concrètement. Et donc, je me suis dit que ces journées de recherche, c'était une bonne opportunité pour essayer de réfléchir à cette question qui n'est pas mon sujet de thèse, mais qui est un peu annexe et qui est donc liée. Merci beaucoup. Super. Alors, pour revenir un petit peu sur le contexte, pourquoi est-ce qu'il faut faire de la résilience au Sahel ? Déjà, avant tout, parce qu'on a ce qu'on appelle une crise humanitaire qui est liée aux troubles sécuritaires. Merci. Aux troubles sécuritaires, puisqu'on a deux foyers de conflits principaux dans la région. Celui qui est ici, c'est le conflit du Liptako-Gourma ou de la zone des... Il faudrait mettre un diaporama ou il faudrait changer. Ah, oh. Décidément, on n'y arrive pas avec ce PowerPoint aujourd'hui. Bon, en tout cas, on a deux foyers de conflit. Super. C'est bon, je vais le faire. Ah, super. Est-ce que vous pouvez rapprocher l'ordinateur que je puisse montrer? Sinon, je vais appuyer sur un petit peu. Oui, c'est aussi pour que je montre avec la souris. Voilà. Ok, c'était sur cet ordinateur. Il y a un PowerPoint très réfractaire. Donc, ici,
Est-ce qu'on voit quand on voit peu importe. Ici, donc, c'est la crise du Sahel central où on a deux groupes armés principaux d'obédience djihadiste qui mènent une guerre dans cette région. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le groupe État islamique au Grand Sahara. Et deuxième ici, c'est ce qu'on appelle la crise du lac Tchad, donc à cheval aussi sur plusieurs pays, où on a ISWAP, qui est un groupe issu de Boko Haram, donc qui est plus connu sous le nom de Boko Haram, donc à cheval entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Et donc en 2023, on estimait que 15 millions de personnes au Mali, au Burkina Faso et dans l'ouest du Niger, donc cette partie Sahel centrale, avaient besoin d'aide humanitaire pour survivre. Et dans la région du lac Tchad, c'était 11 millions de personnes. Et donc vous l'avez un peu compris avec mon sujet de thèse, cette crise humanitaire, c'est aussi une crise de déplacement de population, donc des populations qui fuient les violences, à peu près 2,5 millions de personnes dans la région du Sahel central et 2,9 millions dans la région du lac Tchad. Donc vraiment toute une région au cœur de ce qu'on appelle une crise humanitaire d'envergure. Et dans ce... Je laisse passer la slide. Je ne sais plus moi où c'est. Tout à fait, c'est ça. Je ne sais pas sur quel ordi c'est en fait. Bref, dans ce contexte, on parle donc particulièrement de résilience. En 2020, par exemple, on avait une table ronde ministérielle sur le Sahel central qui réunissait donc les gouvernements concernés, donc les gouvernements sahéliens, les bailleurs de fonds, les agences onusiennes, les ONG, pour mobiliser des fonds, pour répondre aux besoins humanitaires. Et le rapport que je vous ai mis ici, qui a été publié sur cette table ronde, appelle à faire davantage d'efforts multidimensionnels pour, je cite, renforcer la résilience des communautés sahéliennes érodées par le conflit. Donc on retrouve ce mot résilience, mais l'usage du mot résilience au Sahel, en fait, il dépasse cette question de la crise sécuritaire. C'est vraiment un leitmotiv de l'aide. Véronique Ansey, qui était à la conférence inaugurale hier matin et qui a coécrit un article sur le pastoralisme au Sahel, disait que depuis les années 2010, il n'est plus un rapport, une conférence ou un projet de développement, en l'occurrence dédié au pastoralisme, qui ne fasse référence à la résilience au Sahel. Et on a plusieurs initiatives qui portent le nom de résilience. On a Agir, qui est l'Alliance globale pour l'initiative résilience. On a Résilac, donc résilience dans la région du lac, qui est un gros projet, plutôt un programme multi-projet d'aide dans cette région. On a aussi le Sahel Resilience Project, qui est mené par le PNUD. Bref, on a des projets résilience un peu partout. Alors, comment comprendre cet usage un peu inflationniste du mot résilience dans le contexte du Sahel? En fait, ça s'explique déjà par le fait que la résilience, c'est un concept consensuel et intégrateur du monde de l'aide. Donc pourquoi consensuel et intégrateur? Déjà, dans le monde de la coopération internationale, c'est un mot qu'on va retrouver à partir des années 2000 chez ces acteurs publics. C'est les Nations Unies qui vont impulser ça. Et ça devient une référence incontournable des discours, des programmes d'action. Donc comment est-ce que ces acteurs définissent la résilience? Je reprends la leur parce que moi je me garde bien de définir ce mot. Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe parle de la capacité d'un système ou d'une communauté à résister, absorber, accueillir et corriger les effets d'un danger par la préservation et la restauration des structures essentielles et fonctions de base. Le groupe URD, Urgence, Réhabilitation, Développement, parle de capacité des populations à anticiper, s'adapter aux crises et à rebondir après ces dernières. Donc ce qu'on voit, c'est que la résilience est utilisée pour désigner une capacité adaptative qui serait à la fois a posteriori du choc, donc dans la mitigation des effets du choc, et a priori, donc dans l'anticipation et la prévention. Comme ça a été déjà un peu dit hier, c'est une notion qui est en miroir de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pareil, c'est un mot qui a très largement pénétré les discours de l'aide à partir des années 90, un petit peu antérieur à la résilience. Donc les populations vulnérables sont plutôt peu résilientes, alors que l'amélioration de la résilience permettrait de réduire les vulnérabilités. Par contre, la résilience a l'avantage d'être
d'être plus positivement connoté, puisque ça met l'accent sur les capacités des individus ou des communautés à faire face au choc par eux-mêmes. Et donc, c'est un buzzword encore plus efficace. Donc, un buzzword du secteur de la coopération internationale, c'est-à-dire un mot qui est utilisé à des fins de communication et de récolte de fonds. Donc, pour reprendre une expression d'auteurs qui ont défini les buzzwords, ce sont des termes à l'autorité morale irréprochable, parce qu'ils sont pleinement positifs. Personne ne s'oppose à la résilience. Personne ne veut réduire la vulnérabilité, personne ne s'oppose à réduire la vulnérabilité des communautés. Par contre, ce que ça signifie concrètement dans la mise en œuvre de projets, ça c'est beaucoup plus flou, et c'est pour ça que les buzzwords sont aussi des fuzzwords, des concepts flous. C'est ce qui permet le consensus. C'est ce qui fait que tout le monde est d'accord entre les agences d'aide, les bailleurs de fonds, les pays récipiendaires. Mais au-delà de ce caractère flou, ce qui explique aussi le succès de cette notion, c'est son caractère intégrateur, notamment sur un plan temporel. Béatrice Queneau parle d'un concept passerelle qui fait le pont entre les différents champs de l'aide. Donc on peut y mettre, comme je disais, la prévention, la mitigation, le relèvement après un choc. Et donc ça permet de faire un lien entre les différents secteurs de l'aide et de faire face à ce qu'on appelle le paradoxe des urgences humanitaires chroniques ou durables. Ce qui fait que j'en arrive à ma deuxième partie. J'ai un peu perdu le fil avec tous ces événements du temps. On est bon, hein, je pense, très largement. Même pas à 10 minutes. Ok, je peux ralentir un peu le rythme. J'ai été un peu perturbée par ça. Donc le grand 2, qui porte sur les crises chroniques ou prolongées au Sahel et la nécessaire intégration des secteurs de l'aide internationale. Donc l'aide internationale, elle se déploie autour de la notion de crise. Son déploiement va se structurer autour de la crise, avec une distinction entre l'aide dans une situation critique, c'est-à-dire au moment de la crise, où on a une brusque hausse des besoins de ceux qu'on appelle les bénéficiaires, par rapport à une aide qu'on va plutôt fournir dans une situation stable. Donc voilà, l'aide d'urgence, c'est une assistance immédiate de court terme, alors que l'aide au développement, elle se veut plutôt structurelle, elle se veut de long terme. Il va s'agir davantage de prévenir les chocs plutôt que d'en traiter les conséquences, essayer d'éviter que ces chocs arrivent. Mais cette distinction classique, elle a été confrontée aux limites de ce qu'on appelle le paradoxe de l'urgence chronique. Alors, qu'est-ce que c'est l'urgence chronique? Ce qui est évidemment un petit peu ce qui est un oxymore. Ce sont des situations d'urgence humanitaire dans le sens où les vies des populations sont menacées de manière immédiate. On a un danger, on a une question de vie ou de mort. On a besoin d'une aide d'urgence. Mais ce sont des situations qui sont amenées soit à se répéter, soit à durer, parce que c'est lié à des conditions structurelles. Et ça, la région sahélienne, elle a vraiment été considérée comme paradigmatique de ces crises prolongées. Le constat de la crise permanente ou de la crise chronique, c'était déjà un constat qui était dressé en temps de paix, notamment pour tout ce qui est crise alimentaire, les questions de nutrition et de sécurité alimentaire. C'était un problème qui avait déjà été posé. Mais ce constat-là, il est évidemment renforcé depuis le déclenchement du conflit. On a une multiplicité et une chronicité des chocs, donc qui sont à la fois sanitaires, alimentaires, climatiques, politiques. Et tous ces chocs qui sont de nature multiple, qui se répètent, qui se prolongent, ça montre les limites au Sahel d'une aide humanitaire qui n'apporterait qu'une aide d'urgence, sans prendre en considération les causes structurelles, ou au contraire d'une aide au développement qui cherchera à traiter ces causes sans fournir d'assistance aux victimes qui sont dans une situation de besoin immédiat. Et ça a montré aussi les limites d'une aide divisée en secteurs d'intervention dans un contexte où les besoins ils sont multiples et interconnectés. Donc la résilience, ça apparaît comme un concept intégrateur. Ça permet le décloisonnement de tous ces secteurs d'intervention, à la fois sur un plan temporel, mais aussi sur un plan thématique. Donc ça permet de dépasser cette sectorisation et ça permet de dépasser la dichotomie aide d'urgence et aide au développement afin de répondre plus efficacement à des crises qui sont multidimensionnelles. Ou en tout cas, c'est censé le permettre. Mais tout ça, c'est loin d'être nouveau.
c'est-à-dire qu'on va parler de résilience, mais dans les années 90, on parlait de l'approche LRRD, qui voulait dire Linking Relief, Rehabilitation and Development. Alors dans le jargon de l'aide internationale, on a eu LRRD, puis après on a eu le continuum de l'aide, ensuite on a eu le contiguum de l'aide, ce qui est à peu près la même chose en termes d'articulation, enfin de volonté d'articuler l'aide, mais encore mieux, tout en même temps. Et on parle aussi de nexus beaucoup, donc le nexus humanitaire développement, mais qui est aussi devenu le triple nexus humanitaire développement paix. Donc on a toujours cette idée d'intégrer, de rendre cohérents ces différents moments et ces différents secteurs de l'aide. Et donc ce qu'on voit, c'est que tout ça finalement, ça veut un peu dire la même chose et qu'on a une vraie prolixité sémantique, un vocabulaire assez varié pour finalement traduire le même effort. Et ce que ça montre, c'est qu'on a des efforts qui sont répétés et reformulés, mais toujours non aboutis, d'améliorer la cohérence entre ces différentes interventions humanitaires, qu'elles soient de court terme ou de long terme. Et donc forcément, avec le déclenchement du conflit et ses conséquences humaines, la résilience est d'autant plus évoquée et invoquée. On essaie d'améliorer l'adaptation des populations aux chocs causés par la guerre. Et l'un des symptômes les plus significatifs, les plus visibles aussi de cette guerre, ça va être les déplacements de population. Ça, c'est un petit peu un aperçu de la situation humanitaire si vous arrivez à lire les documents OCHA. Hop. Et donc, je vais poser pour cette dernière partie la question de la résilience comme une piste de solution durable aux problèmes des déplacements forcés. Donc, comme je vous le disais en introduction, la crise humanitaire au Sahel, c'est une crise de déplacement, avec plus de 2,5 millions de déplacés dans la région du Sahel central et presque 3 millions dans la région du lac Tchad. La majorité de ces déplacés, ce sont des déplacés internes. On a aussi des réfugiés qui donc ont franchi des frontières internationalement reconnues, mais la plupart se déplacent à l'intérieur du pays. Les déplacements de population, pour les acteurs humanitaires, ça a ceci de particulier que ça sollicite vraiment tous les secteurs de l'aide. Parce que quand les déplacés arrivent sur un site de refuge, ils ont besoin de tout de manière urgente, que ce soit le WASH, donc l'eau, l'hygiène, assainissement, l'aide alimentaire, les abris, etc. Et en même temps, ils ont besoin d'une aide de long terme pour reprendre le plus vite possible une vie la plus normale possible. Donc c'est vraiment un exemple de crise durable aussi. Hein. Les déplacements sont prolongés et durent depuis plusieurs années. Et dès les années 90, les Nations Unies, donc pas au Sahel, ce n'est pas encore le problème, mais les Nations Unies dans les années 90 avaient proposé des pistes de solutions durables pour répondre à ces déplacements de population. Et en 2015, on a une étude d'un think tank qui a été faite sur ces populations déplacées, qui affirmait que le défi le plus important en matière de protection des déplacés internes dans les prochaines années consistera à combler le très regrettable fossé qui sépare encore l'assistance d'urgence du développement. Malgré plusieurs décennies d'appels répétés pour recruter une participation plus conséquente des acteurs de développement, le fossé entre assistance d'urgence et de développement reste à l'évidence un problème criant. Donc là, on était au milieu des années 2010 et on parle de cette articulation de l'aide au moins depuis les années 90. Et ce qui est assez frappant quand on est au Niger, c'est qu'on est presque 10 ans après ce rapport et c'est exactement les mêmes problématiques qui se posent. Par exemple, on va avoir une aide d'urgence qui se matérialise à travers le mécanisme RRM, Rapid Response Mechanism, où c'est de l'aide qui est donnée sur les 3 premiers mois du déplacement. Et ensuite, on n'a plus grand-chose. Et j'avais l'entretien dont je vous parlais tout à l'heure avec donc un agent de ECHO, qui est le bailleur humanitaire européen. Cet acteur me disait, si on va au-delà des 3 mois dans les lieux de déplacement, il faudrait penser à des activités génératrices de revenus pour que les personnes soient en mesure de se prendre en charge elles-mêmes. Les projets humanitaires ont vocation à durer 1 an, 1 an et demi. Il faudrait que derrière vienne la résilience pour soutenir ces populations déplacées. Donc là, il y a une chose intéressante, plusieurs choses intéressantes, c'est que déjà, l'introduction, c'est si on va au-delà des 3 mois dans les lieux de déplacement, il faut penser à des activités d'autonomisation, finalement. Les déplacements dans la région de Difa au Niger, ils durent depuis 2015. On a des personnes qui sont déplacées depuis 8 ans.
Donc là, on est en début 2023 et on parle encore de qu'est-ce qu'on va faire au bout de 3 mois. Ça fait 8 ans que la crise est dure. Et le deuxième constat, c'est qu'on parle moins cette fois d'une caractéristique des communautés dont il faudrait renforcer la résilience. On parle finalement d'un type d'activité d'aide internationale. Après l'urgence et avant le développement, il faut que vienne la résilience. Et donc on a une resémantisation du terme résilience qui en fait prend le sens de ce qu'on appelle souvent dans le monde de l'aide le relèvement précoce, qui font ce lien entre urgence et développement. Et donc on rejoint encore une fois ces mêmes termes, ces leitmotivs qui sont les nexus, le continuum, le continuum. Et donc, pour conclure là-dessus, on comprend que la notion de résilience, elle a un certain succès dans la région du Sahel, parce qu'on a effectivement une capacité intégratrice, on a une dimension holistique. Ça semble particulièrement adapté pour appréhender des crises qui sont multidimensionnelles, qui sont prolongées. Mais on s'aperçoit que ce n'est finalement que la suite de concepts successifs du monde de l'aide internationale qui renvoient au même souci d'améliorer l'efficacité de l'aide, notamment en faisant en sorte que les acteurs du développement prennent la relève des acteurs d'urgence. Mais ça relève un peu du vœu pieux finalement. On souhaite combler un écart qui ne cesse de se maintenir finalement entre ces secteurs, notamment lié au fait que malgré tous les efforts qui sont faits pour combler cet écart, les flux de financement restent distants. On a toujours les flux humanitaires, les flux de développement. Et donc malgré 30 ans d'efforts, cette transition est loin d'être opérationnalisée. Et ce qu'on constate de ce fait, c'est une absence de vision de long terme, une absence de planification. On n'a pas de solutions durables qui sont mises en place pour la réintégration socio-économique de ces populations déplacées dans ces régions. Et juste pour ouvrir sur mon sujet de thèse et conclure, on a vraiment un écueil de l'aide sur ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs politiques et publics nigériens en ont bien conscience et n'hésitent pas à utiliser ça pour justifier auprès des acteurs de l'aide une politique qui sont en train de mettre en place, qui est la politique de retour des populations déplacées dans les zones d'origine, contre laquelle s'opposent beaucoup d'acteurs humanitaires parce qu'ils considèrent que c'est une politique dangereuse pour les populations. Mais ce que les acteurs politiques répondent, aux acteurs de l'aide, c'est « mais vous n'avez pas de solution à nous proposer, puisque l'aide humanitaire finit par se tarir et il n'y a pas assez d'aide au développement pour prendre la relève. » Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les trois également pour le respect du temps. Je vais être assez rapide parce qu'on a une salle comble, je vais vous donner la parole au public. Je trouve que ces trois travaux qui dialoguent bien et qui dialoguent bien notamment sur la question du rapport aux praticiens, on va dire, avec d'un côté une recherche comme celle d'Alex qui vraiment est en rapport direct avec ces praticiens, de l'autre côté une recherche qui produit un indicateur qui, moi, si j'étais praticien, j'adorerais ce genre d'outil un peu potentiellement clé en main, et en terminant par le praticien qui devient participant à la recherche, et potentiellement recherche que j'adorerais moins, mais en tant que praticien. Donc, trois visions différentes de ce rapport-là et sur la question de la résilience. Et donc, du coup, je vais passer un petit peu essayer de mettre de l'ordre dans mes idées et aller dans l'ordre sur mes questions. Alors, déjà, pour Alex, en fait, j'avais un questionnement sur la réception de ce travail-là, de peut-être aller un petit peu plus là-dessus, où au final, on sent bien une résistance à l'idée de donner un outil clé en main, parce qu'en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur c'est quoi la résilience, potentiellement, parce que comme les Camus, en fait, c'est ça que c'est un concept utile. Et donc, je me demandais quelle appropriation il y avait eu de la part des faiseurs de changement de ce travail-là, ou quelle non-appropriation, et quel était votre regard sur cette expérience-là. Une autre question que j'avais, ce qui m'a interpellée au début, c'est sur cette idée que le projet avait le bonheur comme finalité sociétale. Et donc, je ne sais pas si on peut réfléchir à déjà d'où ça vient, d'où ça sort, cette idée-là, qui, moi, me paraît un petit peu audacieuse, je vous avoue. Et comment la question de la résilience s'intègre dans cette perspective-là, et est-ce qu'on peut essayer de penser théoriquement un petit peu ces liens-là? Je trouverais ça un petit peu assez intéressant, assez stimulant. Et moi, au fil du texte, une des questions que j'avais en vous lisant, c'est que vous faites cette distinction en fait, entre définition endogène et exogène, qu'on pourrait appeler émique éthique en anthropologie.
Et page 22, vous dites, en fait, les chercheurs devraient davantage utiliser les conceptions des praticiens de la résilience. Et moi, ça m'interrogeait un peu sur notre rôle en tant que chercheur ou chercheuse, qui est-ce que ça résout le problème, et quel problème d'ailleurs est-on en train d'essayer de résoudre, et quel est notre rôle vis-à-vis de ça? Je ne sais pas si on peut un peu en discuter. Quelle est la distinction finalement du coup si on fait ça entre recherche académique, expertise, évaluation? Et j'imagine qu'en étant dans ce projet-là, c'est sans doute des questions que vous avez dû pas mal vous poser. Donc, je m'arrête là pour ces questionnements. Pour Jean-Marc, alors là, on est sur des approches qui, moi, me sont assez éloignées de l'économie, avec des indices, des chiffres. Mais j'ai quand même quelques questions. Alors, la première question que j'aurais, c'est, moi, ma perspective, quand vous dites que c'est un événement extraordinaire, c'est que j'ai une perspective assez critique sur ce genre de choses, et notamment, je pense aux travaux. Il y avait un ouvrage de Jean-Hervé Gézéquel et sans doute d'autres personnes sur la crise alimentaire au Niger, du coup, en 2007-2008, si mon souvenir est... 2004, je crois. Ouais. Oui, voilà. 2004-2005, peut-être. Oh, ouais, c'est ça. Alors, ça fait assez longtemps que j'ai entendu parler de ce livre et qui expliquait comment la crise avait en fait été créée par les acteurs et notamment par MSF. Et que finalement, cette idée qu'on est dans un moment extraordinaire, c'est aussi un récit que font les acteurs pour ensuite justifier l'intervention. Donc là, vous parlez de Ban Ki-moon, moi je dis oui, mais bon, Ban Ki-moon, c'est aussi dans l'intérêt de son organisation, potentiellement, de décrire une situation extraordinaire. Et donc, je ne sais pas si voilà, ce questionnement, si vous avez une réponse, quelle est votre perspective sur cette question-là, en fait, de façon très générale, sachant que c'est un débat, je ne pense pas qu'il y ait une conclusion définitive. Et après, j'avais des questionnements plus méthodologiques, notamment sur le seuil de passage entre les trois contextes. Vous dites 75%, on passe à un contexte pathogène. Moi, je viens le 75%, quoi, comment et j'ai d'autres questions, mais après, la dernière grande question que j'avais, c'était évidemment sur cette dimension psychologique. Alors, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que la résilience a été beaucoup étudiée en psychologie, et souvent, on n'engage pas tant, en tant que sciences sociales qui ne sont pas la psychologie, on n'engage pas tant avec cette recherche-là, parce que je pense que les ponts entre nos disciplines sont assez compliqués. Et moi, j'avais un peu dans cette question, dans cette idée où vous dites il y a une rupture infrapsychique. En fait, pour moi, je ne vois pas quelles sont les données qui nous montrent ça. Et le fait qu'il existe des émeutes, pour moi, n'est pas nécessairement une preuve qu'on est dans cette rupture, parce qu'il peut y avoir plein de raisons d'explication sur ces émeutes. Donc, j'aurais aimé un peu savoir quelles sont les données, quel est le smoking gun, entre guillemets, qui nous permettrait d'affirmer là, on est dans une situation de rupture psychologique. Et enfin, pour Camille, que je trouve mes questions, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, cette citation de cette personne, du représentant ECHO à la fin, qui pour moi montre un manque fascinant d'imagination en fait, de la part de ces praticiens-là sur en fait comment on réintègre la résilience dans une vision temporelle en fait, une vision d'abord on fait ça, ensuite on fait ça, après on fait ça, alors que comme vous l'expliquez bien, de base le concept servait à transgresser cette vision temporelle entre aide humanitaire et aide au développement. Donc, je trouvais ça assez intéressant et je me demandais, mais comme c'est quelque chose que vous avez sur lequel vous êtes un peu tombé par hasard au cours du terrain, si vous aviez rencontré d'autres conceptions, si vous avez d'autres conceptions de cette chose, si vous aviez rencontré des débats parmi les personnes que vous avez rencontrées dans ce milieu-là. Et pour moi, je trouve on revient peut-être un peu sur la psychologie, ça démontre potentiellement une limite cognitive importante. Et en même temps, que je me retrouve dans mes notes, pardon. Sur la difficulté à avoir des programmes de long terme qui permettent aux déplacés de reprendre une vie normale dans une zone de refuge. Moi, en tout cas dans l'article tel que je l'ai dans l'état, le premier draft que j'ai pu lire, je trouve que c'est pas très exploré. Pourquoi en fait il y a cette difficulté? Et moi, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un problème de vision politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on va faire en sorte que les gens reprennent une vie normale dans des zones de refuge, c'est un changement de paradigme total qui a une implication énorme pour la gestion du territoire
qui nécessite aussi de penser en dehors de l'image du camp, y compris par UNHCR, etc., et qui remettrait potentiellement en question les rapports de pouvoir, en fait, entre ces différents acteurs. Et donc, j'aurais aimé peut-être un peu vous entendre un peu sur votre interprétation autour de ces résistances-là. Et pour revenir aussi sur la conclusion où vous mentionnez voilà, le rôle de l'État nigérien, des acteurs nigériens, est-ce qu'il y a un discours de l'État nigérien qui prend la résilience? Est-ce que c'est un concept qui est approprié par l'État ou d'autres acteurs qu'on pourrait qualifier de locaux ou de nationaux? Voilà, est-ce que c'est un vocabulaire partagé en fait entre ces différents acteurs-là? Voilà à peu près mes grandes questions. Je ne sais pas si on peut prendre d'autres questions de la salle et après vous répondez à ce que vous voulez. Parce que les questions ne sont pas nécessairement prioritaires, c'est surtout. Je ne sais pas, on ne fait pas? On va peut-être prendre trois questions, en phase de 3 questions. Oui. Ma question, c'était par rapport à la dernière présentation. Est-ce que vous aurez un exemple d'un projet au niveau de Sahel et vous avez une dernière question et savoir l'objectif de cette exercice, un peu votre présentation sur l'objectif sociétal du bonheur. C'est difficile pour vous de fournir de recommandations quand l'objectif est flou. Est-ce qu'il y a une diagnostic et manque de bonheur? Enfin, j'arrive pas très bien à comprendre qu'est-ce qu'on vous a demandé et quels sont les outils qu'on vous a donnés pour faire cette étude. Question. Je voulais savoir si dans l'étude, l'examen notamment si eux-mêmes, ils employaient ce mot-là, résilience et développement. Parce que moi, pour le coup, je n'ai pas trouvé dans mon étude. Partir là-dessus, puis après on reprendra les questions qui vont émerger dans la conversation. Sur la dernière question? Non, D'accord, bon, moi je veux bien répondre aux questions. Allez-y. Alors, je vais les reprendre dans les 4 questions. Donc, merci pour les questions. Ça veut toujours avancer la réflexion. Donc, c'est l'essentiel, je pense. Donc, alors, événement extraordinaire. Pourquoi j'ai utilisé ce terme? Alors, pour certains économistes, et même pas simplement économistes, dans les 4 caractéristiques que j'avais présentées, il y a des choses qui sont extraordinaires. Par exemple, les désordres sociaux, donc qui concernent 40 pays. L'ampleur de la crise, etc. Mais ici, en fait, quand on utilise l'expression événement extraordinaire, donc c'est souvent en référence avec mon contexte épistémologique, qui était des approches face à la complexité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que cette crise est extraordinaire? Pourquoi je l'ai rebaptisée polycrise alimentaire? Justement, c'est parce que, comment dire, elle présente des caractéristiques qui font qu'on ne va pas pouvoir se la représenter comme ordinairement. Si on se la représente comme ordinairement, on ne pourra pas répondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs ce que dit le rapport du HLPE en 2011. Il fait exactement ce constat. Il dit qu'il faut faire évoluer les outils de réflexion, notamment chez les économistes, qui ont des pensées en fait trop orthodoxes. En fait, par exemple, ils vont vous parler de causalité ordinaire, c'est-à-dire un effet, une cause. Très souvent, or ça ne fonctionne pas. Et on sait depuis très longtemps que, en fait, une cause, en fait, à part forcément des cas de la science, on va dire, exacte, vous n'avez pas une cause et un effet. Vous avez une boucle de causes. Et en fait, avec des effets que j'avais désignés récursifs, c'est-à-dire qu'en fait, chacun interagit sur l'autre. Et donc, en fait, à la fin, vous avez même des causes qui apparaissent et qui viennent aggraver la crise. Donc, qui viennent les révéler. Donc, c'est de ce point de vue-là, c'est du point de vue événement extraordinaire, c'est du point de vue de la conception. C'est-à-dire que c'est, en fait, pour moi, je pense que, d'ailleurs, cette crise fera date de plus en plus. C'est le premier moment où, en fait, les économistes ont été obligés vraiment de se remettre en cause, enfin, de mémoire, sur, en fait, comme dans les organisations internationales, ils étaient désarmés. Donc, par exemple, moi, je lisais des analyses, des articles en 2008-2009, en fait, après, mais sur 2008-2009, je lisais des articles où on vous expliquait que c'était un problème d'offre et de demande.
en fait, il ne viendra personne on va dire, non, je ne vais pas utiliser l'expression, mais en fait, vous imaginez bien qu'une crise alimentaire qui touche 50 pays, avec 40 désordres, 40 pays qui ont des désordres sociaux, une vingtaine qui ont des émeutes, en fait, on n'est plus dans l'offre et la demande. En fait, c'est beaucoup plus grave. Ou alors, il y avait toutes ces questions-là sur aussi le poids de la spéculation. Tout le monde s'excitait, entre guillemets, sur la spéculation. En fait, la littérature était très claire. Hein, en fait, on ne savait pas. Bon, voilà, parce qu'on ne pouvait pas expliquer. Je passe sur le fonctionnement du CBOT à Chicago, qui faisait qu'en fait, déjà, son fonctionnement était opaque. Après, sur les propos de Ban Ki-moon, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, alors, je ne suis pas dans la tête de Ban Ki-moon à l'époque, mais c'est vrai qu'il avait un impératif. Quand il prononce ses propos, c'est lorsque la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire s'ouvre. Et en fait, Ban Ki-moon, en fait, c'est un politicien. Donc, il est parfaitement conscient qu'il y a un antagonisme profond dans on va dire, les 150 délégations. Alors, dans ma thèse, je l'ai montré, cet antagonisme, c'est-à-dire que personne ne perçoit la crise de la même manière. J'ai analysé, en fait, dans toutes les langues imaginables possibles, pratiquement les 200 déclarations. Bon. Donc, en fait, vous avez... alors, j'ai fait des indices dans ma thèse. Par exemple, je montrais bien l'indice de perception. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un facteur dont on ne parle quasiment jamais dans les analyses classiques de la grande crise alimentaire 2007-2008, c'est le facteur commercial. Et le facteur commercial, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très technique. Il faut connaître les accords sur l'agriculture. Il y a un jargon spécifique. C'est très anglo-saxon, etc., etc. Il n'y a que des hauts fonctionnaires, entre guillemets, même parmi les économistes ou quelques économistes qui manient ces questions, qui sont capables de lire ces textes, de les comprendre, en fait, au sens sans se faire, entre guillemets, duper. Donc, dans les négociations, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Donc, par exemple, ce facteur, il a été clivant. Il a aggravé la crise de 2008. Parce qu'évidemment, certains pays ont, comment dire, comme par exemple, je pense à la Chine, en fait, ont une politique anti-PIB en voie de développement pendant la crise de 2008-2009. En fait, ils ont pris des mesures pour renouveler leurs stocks, ne pas les écouler. Enfin bon, ça, je passe sur les détails. Ça, c'est la première réponse. Les seuils, les seuils, en fait, je partage parfaitement cette critique. Hein, je m'autocritique. Du coup, c'est à la mode. Donc, oui, en fait, pourquoi 50, 75 ? Alors là, c'est parce qu'en fait, mon travail, il est en évolution. Donc, en fait, dans les économies de la conception, entre guillemets, donc, il y a l'idée de la remise en question, hein, qui est en fait incessante. On n'écrit pas une chose pour qu'elle soit définitivement dans le marbre, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, la réalité nous obligera à changer. Donc, en fait, autant prendre son parti et immédiatement changer. Donc, alors ces seuils-là, pour l'instant, forcément, comme j'ai fait cet indice de vulnérabilité, je l'avais recommencé, retravaillé. Donc, j'ai pris des seuils parce que, en fait, les pays étaient éloignés des 50, des 75, etc. Donc, je me suis dit, oui, il y a une espèce d'homogénéité, en fait, dans les tableaux. Et effectivement, il y a des caractéristiques homogènes. Parfois, il y a quand même des pays qui sont différents. Par exemple, dans les contextes en transition, vous avez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait confiance qu'au marché, hein, malgré des crises alimentaires profondes, etc. Seul le marché fait loi, pas de policy mix en gros. Débrouillez-vous. Donc c'est un peu. Alors sur comment dire données qui nous montrent le point de rupture intrapsychique. Donc effectivement, c'est une hypothèse qui est posée, en fait, qui vient de la lecture des travaux sur la résilience psychologique. Donc, alors comment elle a été constatée ? Elle est constatée par un travail un peu méta ou semi-empirique, c'est-à-dire j'ai lu énormément d'articles, par exemple, de retour du terrain des bases de données humanitaires plutôt que d'articles économiques, de la banque de données, notamment IRIN. Est-ce que les émeutes montrent qu'un point de rupture intrapsychique a été atteint ? Non. En fait, de mon point de vue, les émeutes, c'est un phénomène spécifique. Il y a une classification. Il y a type 1, type 2. On retrouve souvent des critères, en fait, des économistes. D'ailleurs, pour les appréhender, il n'y a quasiment pas d'autres critères. C'est genre le déséquilibre offre-alimentaire, etc., etc. Bon, c'est les travaux de la Banque mondiale, en fait, là-dessus. D'ailleurs, c'est étonnant. Émeute de la faim, c'est un terme qu'on a énormément utilisé. Il n'y a quasiment personne qui l'a défini. C'est en fait, quand vous regardez, ou sinon que de manière vague, comme ça. Donc, à un moment donné, à la Banque mondiale, ils ont voulu un petit peu remettre un petit peu, entre guillemets, de cohérence, peut-être, parce qu'eux-mêmes en avaient besoin pour agir. Bon. Donc ça, c'est effectivement, donc ça peut être une hypothèse qui peut être, comment dire, vraiment discutée, le point de rupture intrapsychique, mais en même temps qui a été constaté. Alors parce que je ne l'ai pas montré dans le travail, donc j'ai fait vraiment un gros travail dans la thèse sur, par exemple, j'ai étudié les chocs climatiques et leur impact sur la psychologie.
D'ailleurs, quand j'ai présenté ma thèse, quand je l'ai soutenue, ça a provoqué une espèce d'interrogation des membres du jury. Donc, j'ai recensé tous les événements, par exemple, climatiques, météorologiques entre 2004 et 2009. C'est effroyable. En Afrique, en Asie, etc., des ouragans qu'on n'avait jamais vus, d'une force qu'on n'avait jamais vue. Et j'ai posé la question lors de ma soutenance aux membres du jury, puisque ça perturbait absolument personne. Donc j'ai posé la question de est-ce que, par exemple, un ouragan de force jamais vue, est-ce que ça modifie votre psychisme, par exemple? Certains m'ont répondu que non, on verra ça avec des systèmes d'assurance récolte. Et les autres, par exemple, pour les gens qui cultivent, ne serait-ce que ça. Vous imaginez bien que si vous avez un ouragan comme il y en a eu au Mozambique ou à Madagascar, des jamais vus, il y en a eu aussi en Asie du Sud-Est, Nangis, je crois, il s'appelait, c'était effroyable. Ça a été pire que celui de 2004, le tsunami. Donc, sauf qu'il n'y a quasiment pas eu d'image. Donc, et évidemment, ça modifie fortement la psychologie, on va dire, des gens, en fait, qui vivent. C'est parce que c'est effroyable, tout simplement. Et sur la question, la dernière, en fait, est-ce que j'ai entendu sur le terrain le mot résilience? Non, je confirme, non. En fait, je ne l'ai jamais entendu. Développement, oui, mais pas forcément résilience, parce que en fait, là, c'est un problème que, par exemple, les approches à complexité de travail, c'est-à-dire, c'est la connaissance tacite, ce qu'ils appellent la connaissance tacite, c'est-à-dire la connaissance qu'on s'échange. Par exemple, on le sait, par exemple, sur les stimuli informationnels, il y a plein d'expériences comme ça. Non, ils n'utilisent pas ce terme, évidemment. Ils passent par, ça peut même passer par, je sais pas, par des éléments qui faisaient partie des coutumes, etc., etc. Mais le terme, en fait, est rarement utilisé parce qu'effectivement, si on quitte le champ, à mon avis, psychologique, on retourne au champ de l'institution. Et donc, en fait, forcément, si j'ai la définition dans le cas de Yogo, ou je le lis dans ceux de la Commission européenne, je ne reconnais pas du tout la résilience. C'est exactement la définition que tu as montrée tout à l'heure, c'est-à-dire en fait résister face au choc, etc. Ça fonctionne comme une espèce d'injonction, mais en fait sans mesurer la puissance des chocs reçus par les populations, son choc climatique, le point de rupture intrapsychique, et là je termine là-dessus, par exemple c'est aussi la colère, le sentiment d'indifférence, il y a une hausse des prix, elle est interminable, on a l'impression qu'en fait on s'en fiche complètement de votre sort, ça c'est relevé, c'est empirique, il y a de larges parties de population qui le ressentent, en ville ou etc. Ça a été très bien documenté aussi la crise de la réciprocité avec le cas de Maputo au Mozambique. En fait, et là, il y a un point de rupture intrapsychique. Par exemple, je termine là-dessus. Par exemple, pour le cas de Maputo, c'est pas moi qui ai travaillé, c'est des travaux de Brito, il me semble, et Ali. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ils ont montré comment la crise de 2008-2009 a entraîné une crise de la réciprocité, mais monstrueuse. Dans les villes, les gens qui arrivaient, en fait, ils étaient pris entre deux feux. Ils ne pouvaient pas s'intégrer à la ville, ils ne pouvaient plus envoyer d'argent au village. Donc, ils appartenaient plus à aucun univers. Donc, ils se retrouvaient dans une espèce de désarroi psychologique. Bon, ça, c'est vraiment documenté. Il y a très peu de travaux là-dessus, mais c'est quand même documenté sur des terrains. C'est aussi documenté au Burkina, Niger. Enfin, je connais plus de cas du Burkina. Bon, je pense, j'essaie de répondre. Je vais enchaîner. Déjà, avant de répondre aux questions, je vais faire le lien avec ce qui a été dit juste pour faire le lien avec votre présentation. L'ouvrage en question dirigé par Jean-Hervé Giséquel, c'était une catastrophe naturelle pour interrogation en 2005. Et effectivement, c'était assez intéressant parce que ça, par rapport à ce que vous disiez, ça montrait que personne ne comprenait la crise, ne percevait la crise de 2005 de la même manière. Déjà, est-ce qu'il y avait une crise ou non? C'était déjà le premier sujet. Et ensuite, est-ce qu'il s'agissait d'une crise de la production liée au choc climatique, de la sécheresse et des criquets, ou est-ce que c'est une crise de la malnutrition, ce qui n'était pas pareil dans ces conditions? Et tout le monde s'est un peu écharpé sur cette question de crise. Et c'est vrai que moi, pour mon sujet, c'est doublement intéressant parce qu'il y avait cette question des rapports des ONG qui ont imposé un peu leur lecture à l'État nigérien, particulièrement MSF, ce qui a ancré une certaine culture de l'opposition. Et de l'autre côté, il y avait eu un énorme conflit entre ce qu'on a appelé les urgentistes et les développementistes pour savoir si ce qu'il fallait délivrer, c'était une aide d'urgence. Donc évidemment, les urgentistes disaient que oui. Et pour les développementistes, c'était casser un peu les lois du marché que de distribuer une aide alimentaire gratuite, alors même qu'ils promeuvaient une aide au développement qui reposait sur la logique de marché. Donc, je vous recommande d'aller chercher. Pour répondre aux différentes questions, alors je trouve qu'elles se font un peu écho, donc je vais répondre un peu dans l'ensemble.
Déjà sur les conceptions de la résilience et les projets qui promeuvent la résilience et les acteurs qui l'utilisent, il y a d'autres conceptions de la résilience dans le sens où... Mais ce ne sont pas des conceptions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a d'autres conceptions parce que c'est tellement large qu'on met tout dedans. Voilà, on a cette idée de la résilience comme un moment étape de l'aide, donc effectivement ce que j'ai un peu mis en avant de relèvement précoce entre l'urgence et le développement. Mais si on regarde en termes de projet, on va par exemple promouvoir des AGR, donc activités génératrices de revenus, ce qui est assez classique, dans le but d'une autonomisation, d'une capacitation des personnes qui se dépendent de l'aide humanitaire. Donc l'idée étant de les faire sortir de la dépendance. Ça va viser des populations particulières, parfois ce sont les femmes, etc. Et donc, par exemple, sur les projets qui promeuvent la résilience ou l'appropriation par des acteurs, si on prend le consortium Résilac, si on regarde, c'est un énorme truc, une dizaine d'ONG, un nombre de projets incalculable. Et on va avoir vraiment de l'aide d'urgence qui va être de l'aide alimentaire. On va avoir des projets plutôt de développement, donc des activités génératrices de revenus, de la restauration des sols, ce genre de choses. Et on va avoir aussi des acteurs, des ONG plutôt de dialogue qui vont promouvoir le dialogue entre les communautés, voilà, dialogue intercommunautaire pour faire de la prévention de conflits, donc un peu dans une opérationnalisation du triple nexus urgence, développement, paix. Et tout ça, du coup, c'est de la résilience. Tout ça, ça doit renforcer la résilience des populations. Et toujours là-dessus, on va avoir du renforcement de la résilience communautaire. On va avoir de la résilience urbaine. Alors ça, j'ai essayé de trouver une définition et apparemment, c'est le fait de faire des habitats durables. Bon, je suis pas sûre qu'il y avait besoin de coller résilience dessus, parce que ça paraît relativement instinctif. Mais voilà, tout ça, c'est toujours de la résilience. Et juste pour étendre un peu sur cette question, il y a d'autres buzzwords au Niger de l'aide qui, par contre, vont faire l'objet de débats. Et ça va pas tomber sur la résilience, comme je disais, qui vraiment, du coup, est très consensuelle. Mais par exemple, la stabilisation, c'est un gros débat. Et au Mali, quand j'ai fait mon mémoire de recherche il y a 2 ans, c'était le mot P, du triple nexus P, qui créait des tensions. Parce que, par exemple, il y avait la question de est-ce que contribuer à la paix, c'est quelque chose, enfin, c'est une contribution musclée. C'est-à-dire, est-ce que les ONG doivent travailler avec les acteurs plutôt militaires ou sécuritaires qui sont censés garantir la paix, ou est-ce qu'il s'agit juste de promouvoir du dialogue entre les communautés ou répondre à des besoins essentiels, par exemple sur l'accès à l'eau, ce qui est censé limiter les conflits. Donc ça, par exemple, il y avait des tensions sur ce mot-clé-là. Et au Niger, sur la stabilisation, pour savoir qui sont les acteurs de stabilisation et ce qu'ils sont censés faire, parce que, par exemple, ce qu'on va entendre du côté des ONG, c'est que elles ne vont pas faire de stabilisation, mais compris un peu dans le même sens que la paix finalement au Mali, qui était ils ne vont pas contribuer disons ils ne vont pas faire de programmes un peu hard qui vont permettre une sécurisation. Donc ça va se faire sur plein de choses. Par exemple, ils ne vont pas vouloir accompagner un programme politique, jugé politique de l'État, de la part des humanitaires, mais ces humanitaires vont encourager les acteurs stabilisation à le faire, à accompagner l'État dans son retour sur son territoire, entre guillemets, et avec toujours cette grande question de qui sont ces acteurs. Donc là, sur ces conceptions-là, il y a plutôt des débats, d'autant que, et là je vais faire le lien avec la question de la réappropriation par les acteurs nigériens, stabilisation, c'est pas forcément compris de la même manière par les acteurs nigériens. C'est-à-dire que il y a un peu cette idée partagée que ce serait le retour des services de l'État, ça c'est un peu partagé par les acteurs de l'aide et les acteurs nigériens, mais les acteurs nigériens vont aussi beaucoup parler de stabiliser les populations, et là c'est prévenir les déplacements de population. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par les humanitaires, puisque ne considèrent pas qu'ils doivent empêcher les gens de bouger. Donc là, on a vraiment des visions différentes. J'ai cherché justement en l'honneur de ce colloque si les acteurs nigériens reprenaient le terme de résilience. Je ne l'ai pas vu ni dans mes entretiens ni dans la presse, ce qui est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on a une grande
une grande adaptabilité et une grande réappropriation des termes de la communauté internationale par les acteurs nigériens dans l'ensemble. Ils maîtrisent très très bien ce vocabulaire de l'aide internationale. Mais résilience est assez peu repris, et dans le cas des déplacés, c'est plutôt solution durable qui va être repris, qui ça est une expression onusienne employée vraiment dans ce contexte des déplacés internes pour essayer de trouver. Il y a une typologie des solutions durables, il y en a 3, je ne vais peut-être pas m'étendre, c'est pas vraiment le sujet. Mais ce qui finalement est un peu synonyme, puisque tout ce qui est durable devient un peu synonyme de résilience aussi. Donc on va plutôt retrouver ce vocabulaire-là, mais ce qui, je pense, permet à ces acteurs d'être dans la lignée et des principes directeurs onusiens et aussi de la Convention de Kampala, qui est une convention de l'Union africaine sur les déplacements internes qui reprend les termes onusiens. Donc en ce sens-là, on a une vraie appropriation de ces mots-clés de l'aide internationale, mais plutôt sur ce mot-là. C'est vrai que tout ça, ça reflète finalement des limites cognitives importantes, qui est qu'on n'arrive pas à faire du neuf. On n'arrive pas à faire du neuf, et donc on met des mots neufs sur des pratiques anciennes, et on a toujours l'impression que c'est la même roue qui est réinventée. Mais sur la question de cette transition à l'aide au développement et de la vision politique et de la gestion du territoire, je suis assez contente que cette question soit posée. Je ne vais pas y répondre trop longuement parce que je vous laisserai le plaisir de lire ma thèse. Justement, effectivement, là, on a une vraie question sur quelle est la gestion qu'on doit appliquer quelle est la gestion appropriée pour ces populations. Le Niger, par exemple, se caractérise par un refus des camps. Et d'ailleurs, quand les acteurs nigériens en parlent, on dirait qu'ils ont lu Michel Adjier. C'est assez impressionnant. On refuse ces camps qui, dans d'autres parties du continent africain, sont devenus des villes, se sont matérialisés sur le territoire pendant des dizaines d'années. Là, il y a un vrai refus des camps de déplacés internes, ce qui ne s'applique pas aux réfugiés. Par contre, on a des camps de réfugiés. Pour des raisons qui sont aussi politiques, et qui sont des raisons d'image, parce que vraiment le camp, ça ancre la crise dans le territoire. Et en fait, on a justement cette idée, et ça revient sur ce paradoxe des crises prolongées, que c'est une crise, c'est temporaire, et donc finalement ces déplacements sont temporaires, et donc il n'y a pas de raison de mettre en place une installation prolongée. Alors que, comme je disais, ça fait au moins 8 ans que ça dure. Donc ça bloque aussi tout ce qui est gestion du territoire et programme socio-économique pour ces populations, parce que il y a vraiment un blocage sur cette idée que ces déplacements, ils sont temporaires. Et on a un certain refus de la part des acteurs nigériens de voir ces populations s'installer dans le lieu du refuge. D'où toute la politique de retour qui était mise en place. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours d'actualité maintenant qu'il y a eu un changement de régime au Niger, mais le gouvernement de Mohamed Bazoum avait fait des retours des populations déplacées sa priorité, dans une logique de retour à la normale, qui en fait est un retour à la situation antérieure, pré-crise, qui était difficilement opérationnalisable, puisque le conflit et l'insécurité persistent. Donc on a un problème de vision politique, mais qui ne reflète pas une absence de vision politique. Parce qu'on pourrait penser que c'est des zones qui sont un peu délaissées laissées aux acteurs humanitaires et acteurs de développement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bazoum, c'était vraiment pas le cas. Il avait fait une tournée dans le pays pour aller dans les zones de refuge, pour inciter au retour dans les zones d'origine. Et donc on avait vraiment une vision politique, mais qui entrait en confrontation avec la vision des acteurs de l'aide. Alors avec plein de nuances selon les acteurs, c'était beaucoup moins conflictuel avec les agences onusiennes, beaucoup plus avec les ONG. Donc il faut nuancer tout ça. Mais voilà, en termes de gestion du territoire, on avait quand même une politique volontariste de l'État nigérien, mais qui entrait en contradiction avec les priorités humanitaires. Je vais essayer de répondre très précisément aux questions qui m'ont été adressées en faisant le lien avec ce qui a été dit. Alors, est-ce que les faiseurs de changement déjà se sont appropriés des études menées, pas que de la mienne, parce qu'il y a quand même, il y a eu quand même près
d'une dizaine d'études réalisées, je dirais. Oui, mais dans une certaine mesure, toujours une exception critique, en fait. Par exemple, on a été très souvent en échange avec eux, on a dit, ah ben bon, voici ce qu'on a quand même trouvé dans la littérature ou dans les enquêtes de terrain, et voici le contexte également de ce qu'on a trouvé. Donc quand même, faites attention parce que les contextes ne sont pas toujours les mêmes, hein. Il y a potentiellement des solutions qui sont intéressantes d'un contexte à l'autre, mais pas toujours, hein. Il faut quand même regarder ce qu'est la réunion, le contexte du projet, le contexte de tel groupe par rapport à ce qui est écrit dans la littérature. Et comme ça, on arrive quand même à trouver des compromis, surtout avec certains indices de succès ou d'échec qui se répétaient. On essayait de s'en inspirer comme d'un point de départ. Donc, c'était ça plutôt la démarche, dans le sens où ce n'est pas la science qui vient imposer aux faiseurs de changement ce qui était la bonne résilience, c'est de la mauvaise résilience. Et bien sûr, et ça a même donné lieu à des expérimentations. Et là aussi, je fais le point avec l'une des questions qui m'a été posée, à savoir est-ce qu'il y a eu des objectifs précis, est-ce qu'il y a eu un diagnostic, etc. Donc nous, pendant la phase de recherche, c'était plus la phase de diagnostic. Ben oui, pour concevoir le projet en amont, les faiseurs de changement ont dû faire des diagnostics de manière générale, hein, c'est-à-dire assez large, en disant qu'à La Réunion, il y a la crise requin, il y a le Covid-19, etc. La société ne tient pas très bien vis-à-vis de cette crise, donc il nous faut des solutions, quoi, de la résilience. Et puis de là, on a demandé à des chercheurs, par exemple, d'aller regarder dans les autres sociétés, hein, c'est-à-dire sans délimitation spatiale a priori, pour voir quels ont été les problèmes auxquels certains groupes ont été confrontés et quelles solutions ces groupes ont envisagées pour sortir de ces problèmes-là. Donc, la question de la résilience. Donc ça, c'est plus côté revue de littérature. Et côté enquête, ça a été plus de diagnostiquer les différentes vulnérabilités et essayer aussi d'envisager des pistes de solutions qui existent déjà, hein, parfois sur le terrain, et qu'il fallait, on va dire, généraliser, amplifier, ou au contraire des vulnérabilités pour lesquelles on ne trouvait pas forcément d'issue. Donc tout ça, ça a été la phase diagnostique qui devait déboucher en principe sur une phase d'expérimentation. C'est-à-dire à partir de ce diagnostic-là, on va envisager des programmes, des projets, et pour parvenir à des buts, en fait, à des solutions bien ciblées. Alors, si je partage, on n'aura pas le temps peut-être, très très rapidement mon écran. Donc tout ça, c'est quand même bien recensé sur... Ah bon, au lieu de faire partage d'écran, il fait quitter la réunion, c'est pas grave. Donc il y a toute une rubrique expérimentation, donc vous pouvez aller voir quelles sont les expérimentations qui ont été mises en œuvre sur la base, entre autres, de ces études, c'est-à-dire pas que, mais aussi des expériences des gens et des expériences de la vie des gens de tous les jours à la Réunion. Donc, je pense que j'ai répondu à deux questions en même temps par rapport à ça. Autrement dit, il n'y avait pas des objectifs précis dès le départ, parce que l'intérêt aussi, c'était de définir collectivement les objectifs. Donc, si vous voyez, c'est-à-dire on avait plutôt un diagnostic global avec une idée de solution. Oui, on a des problèmes, crise requin, crise Covid-19, crise économique. Qu'est-ce qu'on fait? On voudrait parvenir au bonheur, hein. Donc, le bonheur s'est inspiré quand même de l'indice national du bonheur brut, c'est-à-dire un indice mis en place par le Bhoutan, je crois, et qui se veut un peu concurrentiel, on va dire, par rapport au produit intérieur brut, hein. C'est le fait de dire l'économie, hein, le revenu, ce n'est pas le seul moyen pour évaluer le développement d'une société. Donc, le Bhoutan a proposé le bonheur brut. Et ça a ensuite été relayé dans le rapport Sen Fitoussi-Stiglitz en 2008. Exactement. Qui utilisait le bonheur comme indicateur, entre guillemets, quand il s'agissait de revisiter la notion de croissance. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, c'était un peu l'horizon. Donc, c'était là où le projet voulait aller, quoi, en quelque sorte. Et la résilience dans tout ça, c'était le moyen. C'est-à-dire, les faiseurs de changement étaient a priori convaincus, hein, quitte à revisiter leurs convictions,
que si quand même ils pouvaient faire face à l'ensemble de ces crises préidentifiées, requins économiques, Covid, etc. Donc ça pouvait quand même conduire la Réunion vers le bonheur. Et il y avait une question plus de méthode là et de recherche. Typiquement, c'était... Alors oui, juste avant de passer à la question de la méthode, il y avait une autre question, là, la quatrième, c'était qu'est-ce qu'on m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'avait demandé. Ben alors c'est simple, on m'avait demandé d'aller regarder partout dans le monde quels ont été les projets et, qui étaient mis en œuvre spécifiquement sur la base de la résilience, c'est-à-dire des projets, des interventions, des actions, des politiques publiques qui visaient à accroître la résilience dans une société donnée et voir quelles sont les leçons apprises de ces projets-là et de rapporter tout ça aux faiseurs de changement pour qu'ils puissent se situer par rapport à l'ensemble. Voilà. Et la question de méthode, éthique, donc qu'est-ce qu'on fait par exemple et de la question de la résilience et quel rôle pour le chercheur. Alors je me situe par rapport à ma réponse, moi je suis plutôt de tendance, on va dire globalement pragmatique au sens de la sociologie pragmatique française, qui fait que je pense qu'il peut être pertinent en fait de s'en tenir aux définitions des gens et de pas forcément leur imposer dans le cadre de l'analyse une définition qui serait la définition du chercheur. Je dis pas que la définition du chercheur n'a pas intérêt, bon, bien au contraire, mais seulement si le chercheur est lui-même réflexif, au sens où, comme par exemple la présentation voilà, qui disait j'ai choisi tel critère, voilà pourquoi, voilà le consensus qu'il y avait autour, voilà ce que ça permettait de faire ou pas. Déjà là, il y a une réflexivité lorsqu'on utilise des critères exogènes. Et donc, avec réflexivité, ça peut passer aussi, sachant que c'est notre définition qu'on a construit avec notre équipe dans notre bureau. Et voilà, il y a 10 000 autres définitions. Pourquoi celle-ci, pas celle-là? Donc, il faut avoir toujours cette démarche réflexive. Ça, c'est une manière de procéder qui est tout à fait légitime. Une autre manière de procéder, c'est vraiment le principe d'internalisme. Donc, on essaie de suivre les gens dans ce qu'ils font. Alors, il y a tel projet dans tel endroit qui dit que il va essayer d'accroître la résilience de telle société. Alors, on va voir ce projet, on regarde la façon dont les gens construisent leur concept de résilience, la façon dont ils l'opérationnalisent, la façon dont ils le mettent en œuvre, et après, la façon dont ils parviennent à accomplir, en fait, on va dire, les objectifs qu'ils s'étaient fixés. C'était entre guillemets, c'est le projet de Ostrom, par exemple, en économie. Elle recense tous les micro-situations, donc dans la gestion des biens communs. Donc, mais avec une difficulté, c'est qu'en fait, les micro-situations sont multiples et infinies. Oui. Et donc, la difficulté méthodologique de les réunir et de travailler avec. Il y a cette difficulté. Mais là, on peut toujours essayer aussi de procéder par induction. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la revue, de dire au-delà de cette différence de contexte, qu'est-ce qu'il y a comme point commun. Au final, les contextes sont tellement différents, parfois on va avoir des points communs qui ne sont pas forcément opérationnels. C'est ça aussi la faiblesse. Par exemple, lorsqu'on voit dans les recommandations du rapport, ça reste des trucs très généraux, quoi. Tellement généraux au final qu'on pourrait bien se demander est-ce qu'il fallait faire une étude finalement pour recommander ça. Ça pouvait s'imaginer indépendamment d'une étude. Donc voilà, c'est des contraintes avec lesquelles il faut composer. Mais moi, je préfère globalement l'internalisme parce que je trouve que ça... D'ailleurs, c'est une belle question, la question qui a été posée. Est-ce que les gens se posent la question de la résilience? Autrement dit, est-ce que c'est à nous autres chercheurs, pour des objectifs parfois non explicités, qui veulent aller voir si les gens sont résilients ou aller voir si on peut apporter de la résilience aux gens? Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi je m'en tiens d'abord explicitement aux acteurs qui définissent eux-mêmes des objectifs de résilience pour leur suivre dans leurs travaux et voir comment ils réussissent ou pas à faire de la résilience, avec quelle implication politique, quelles leçons apprises, et identifier les obstacles et tout. Voilà. Donc. Merci. Alors, il nous reste juste 5 minutes. S'il y a une question rapide, peut-être, avec des réponses très rapides. Je ne sais pas si elle va être rapide, en tout cas. Elle est obligée d'être rapide. La question va être rapide. Donc, Nicolas Lessic, moi je suis doctorant en économie du développement à l'UMI Source et c'est moi, à l'Université de la Réunion d'ailleurs. Donc, moi, juste pour
c'était en fait une question assez rapide sur le lien ou l'interaction que vous verriez entre vulnérabilité et résilience. Vous en avez parlé, les trois, je crois. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, le lien à l'interaction que vous voyez entre les deux. J'ai l'impression que vous en parliez comme un continuum. Ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez. Alors personnellement, je suis parti de la définition de la résilience psychologique, mais c'est une vraie question, hein. Je pense évidemment qu'on s'est tous posé. Donc la résilience psychologique, pour moi, elle avait une